souhaite la bienvenue à mon tour pour cette conférence et cette séance de réflexion sur un thème qui est passablement mouvant et qui pose un certain nombre de questions. J'essaierai d'avoir une conclusion, j'espère, la plus claire possible sur ce qui se produit aujourd'hui dans les institutions. Et donc, je vais essayer d'aborder la question du savoir autour d'une notion assez classique que l'on pourrait nommer le capital. Donc, on parlera pendant la soirée à un moment donné du capital humain. Certains d'entre vous sont assez au clair sur cette notion qui apporte finalement une sorte de perspective pour la formation et la gestion des ressources humaines. Il y a d'autres formes de capital, bien évidemment financier, et puis apparaît tranquillement depuis plusieurs années la question du capital de savoir, bien sûr pour des individus, mais aussi pour des organisations. Et le but aujourd'hui, c'est de comprendre finalement ce qui se joue, de voir comment ça se pratique à travers quelques exemples, ou en tout cas une nomenclature d'activités, et de savoir où est-ce que cela nous entraînerait possiblement, avec les limites, puisqu'aujourd'hui, il y a passablement de questions autour de cette notion de savoir comme capital, comme denrée, peut-être plus ou moins difficile à manœuvrer. Alors, pour rentrer dans la thématique, il faut essayer de trouver quelque chose qui met en perspective cette notion de denrée. Et j'ai choisi, alors c'est vraiment très subjectif, et c'est une manière pour moi de mettre en place ma colonne vertébrale, j'ai choisi de prendre un sujet qui circule beaucoup dans les promotions économiques ces temps et qui fait partie des différents dossiers de veille économique au sein des entreprises et des secteurs qui animent finalement l'économie de nos sociétés, ici ou ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'on entend de plus en plus quelque chose qui fait que d'ici une quinzaine d'années, la plupart des métiers qui seront présents n'existent pas aujourd'hui. Alors, ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire comment prévoir ce futur avec toute l'incertitude que l'on peut connaître. Donc là, il y a une question de perspective, d'avenir en termes de développement, mais il y a aussi toute la question, et je trouve que ça vaut la peine de se le rappeler avec le schéma, toute la question de qu'est-ce que va devenir les éléments obsolescents et à quel moment y aura-t-il obsolescence. Par exemple, si on prend des thèmes qui sont assez classiques, comment aujourd'hui mettre en vente une montre dont on va affirmer qu'elle peut avoir plusieurs siècles de fonctionnement. Et comment s'assurer que dans 150 ans, si encore on est là, le cas échéant, enfin pas moi, mais si les gens seront porteurs de cette montre, comment pourront-ils la faire réparer? Ou comment pourront-ils la faire entretenir si des savoirs ne sont pas? Donc il y a la question de l'avenir, mais il y a aussi la question de l'obsolescence, donc d'une certaine manière de l'entretien, de ce qui fait une existence, de ce qui fait une marque, de ce qui fait une démarche dans son évolution à venir, mais aussi dans l'existence passée qu'elle a en termes de valeur, et puis dans la manière dont on va pouvoir traverser le temps. Donc c'est une possibilité d'entrer dans la réflexion, c'est de se dire finalement le savoir autour de ça, bien sûr qu'il est porté par des hommes et des femmes, mais il va être à un moment donné assez charnière, quelque part dans une stabulation ou déposé, le cas échéant, à un endroit où ça pourrait rendre service. Alors à partir de là, peut-être juste un rappel, là encore, sur les enjeux du savoir dans l'entreprise. On passe d'un univers qui existe encore et qui, par endroits, a tendance à se durcir. Néanmoins, il n'est pas en voie de disparition, mais quand même un univers très fortement régulé, c'est-à-dire que beaucoup de choses, et vous en faites partie dans certains cas, en termes de qualité, de démarche de contrôle, de reporting et d'éléments de structuration, des pratiques, sont liés à cet environnement régulateur, c'est-à-dire où on fait ce que l'on dit, on écrit ce que l'on fait, on contrôle ce que l'on fait à travers ce que l'on a écrit, etc., etc. Donc vous avez un univers qui finalement, d'inspiration très mécanique, aujourd'hui traduit des pratiques, souvent des fois même intangibles, c'est-à-dire de la production tertiaire, par des documents, des logigrammes, des schémas qui essaient de rendre visible une pratique et de l'organiser. Cette dimension-là, elle a tendance aujourd'hui à être mise en concurrence par une autre dimension qui est liée à la complexité du monde dans lequel on vit, et c'est autant vrai dans l'industrie que dans les soins et dans les services à la personne, à savoir qu'il y a une forme d'adaptation, d'adaptabilité permanente du geste, de la pratique et même du sens que peut prendre la chose, qui fait qu'on est dans un univers beaucoup plus, alors on appellera osmotique, c'est-à-dire que finalement, c'est la situation qui va définir la valeur, la qualité de la chose, et ce n'est pas un logigramme ou un organigramme ou une procédure stricte. Et on en arrive aujourd'hui à des situations assez clairement entendues par des
responsables de services ou des gens qui conduisent des pratiques qui disent, dans l'absolu, si on suit toutes les directives, toutes sans exception, le système va bloquer. Parce qu'à un moment donné, on arrive forcément à une impossibilité de faire vivre toutes les directives. Et donc, il va falloir trier, il va falloir prioriser, il va falloir s'adapter, de manière à ce qu'on est dans un univers beaucoup plus réflexif, beaucoup plus en osmose avec ce qui se passe et avec son voisin, son collègue, avec peut-être des choses que l'on ne sait pas faire, mais que l'on doit apprendre sur le vif à faire. Voilà, sans être trivial, mais c'est vrai qu'on reprend, et c'est l'occasion d'y repenser, mais on reprend souvent l'exemple de situations, et on peut imaginer que ce qui s'est passé à Paris du point de vue des pompiers, de ce côté-là, fait qu'on est dans une situation totalement imprévisible et totalement non entraînée, et donc il faut savoir à un moment donné sortir des aspects contrôlés. On pense souvent aussi au drame du tunnel de Sierre dans les secours. Hein. Tous ces plans catastrophes font qu'à un moment, il y a quand même une dimension d'inspiration et d'intuition qui, peut-être, et ça c'est tout un débat qu'on va avoir tout à l'heure, s'inspire de l'univers régulateur, mais d'une certaine manière, la valeur ajoutée, elle sera instantanée, elle sera sur le moment. Donc cette confrontation de deux univers pose la question pour ceux qui conduisent des équipes, pour ceux qui conduisent de la formation, pose la question de se dire comment est-ce qu'on arrive, bon an, mal an, à maîtriser ou à mettre en place une gestion du savoir, hein, et on va effectivement faire une déconnexion progressivement entre la gestion des personnes et la gestion des ressources financières et logistiques, et une gestion troisième, une gestion finalement du savoir, hein, donc de l'intelligence, de la matière grise, qui devient une troisième dimension assez intéressante, difficile à capter, mais qui préoccupe beaucoup les personnes parce que, justement, soit on fait confiance qu'aux humains, soit on fait confiance qu'aux procédures, et la réalité nous rappelle qu'il faut faire aussi confiance à un savoir qui est en osmose entre je sais, je me débrouille, je prends le risque de, et ça donne un résultat qui est souvent de qualité, mais qui n'est pas forcément conçu auparavant. Alors après, on va s'appuyer sur un certain nombre de choses que, j'imagine, la plupart d'entre vous avaient en référence, notamment cette idée, effectivement, que la question de l'information, de la dimension cognitive, hein, c'est-à-dire justement de cette capacité non pas à agir, mais à penser son action et à penser comment cette action se construit et comment je peux l'analyser de manière réflexive aussi, et comment je peux apprendre ces choses-là, notamment portées par toute l'école de Philippe Carré. Ces choses-là sont aujourd'hui extrêmement prégnantes et deviennent quasiment des injonctions dans les entreprises, de manière à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Là encore, on ne sait pas très bien quoi faire, mais il y a une injonction à la fois sur les individus et sur les organisations qui se développent de plus en plus. Ça se traduit, et on a eu affaire, nous, notre équipe et d'autres personnes dans cette salle, on a eu affaire à des conférences, à des thèmes, à des débats qui portent sur des questions de ce type-là. Hein, c'est l'employabilité des personnes. Hein, cette responsabilité d'être finalement à jour et en phase avec un marché. La question de la qualification, la question des âges, hein, on va y revenir parce que c'est une des portes d'entrée aujourd'hui assez prégnantes du savoir et de la transmission du savoir en entreprise. Voilà, vous avez une forêt, on pourrait dire, de choses qui animent dans le fond la question du capital. Et très clairement, peut-être certains là encore d'entre vous dans la salle le savent, la qualification aujourd'hui n'est plus forcément un permis à tout prix, et donc on va demander, c'est le grand drame de beaucoup d'étudiants diplômés, en plus et notamment au-dessus du diplôme, de l'expérience. Hein, donc cette dimension d'expérience qui vient finalement surplomber la question de la qualification, met bien en évidence qu'il y a des choses à savoir selon des portes et selon des lieux qui sont plus aussi traditionnels, et ça va donner naissance, on va le voir très rapidement, et ce n'est pas le but de la conférence, mais surtout cette dimension plus informelle, cette dimension plus intangible de la connaissance, qui fait aussi que, d'une certaine manière, la performance économique, la performance tout court d'une prestation, la responsabilité d'une entreprise, c'est aussi, à un moment donné, de gérer des ressources qu'elle n'avait pas l'habitude de gérer. Et la question méthodologique, ça va être comment on peut s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, et quelles sont les limites de cette un peu volonté de gérer quelque chose qui, par ailleurs, vous voyez bien le débat, appartient historiquement, depuis toujours dans le discours, aux personnes. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut s'emparer d'une dimension dite individuelle dans une organisation? Je crois que c'est vraiment le cœur du débat sur le savoir en entreprise porté par des individus, hein, et par des tâches et par des pratiques qui, elles-mêmes, sont quelque part
tenter d'être capté par les organisations et par ceux qui ont des responsabilités de résultats, mais aussi peut-être de processus. C'est intéressant de voir, alors de nouveau l'OCDE a une position politique, une position d'encouragement et de promotion, mais c'est quand même intéressant de voir que la question du savoir, elle est justement pas que simplement individuelle. Elle est déjà dans les textes, je dirais, et dans les orientations politiques, elle est déjà sur le plan des systèmes éducatifs, et on entend beaucoup encore aujourd'hui le discours sur la valeur de l'éducation dans les principes démocratiques. Elle est liée aux entreprises en termes de performance, avec un certain nombre de résultats qui tentent à montrer que s'intéresser au savoir, au capital de connaissances, c'est aussi prendre une avance en termes concurrentiels ou en termes de perspectives de développement, ou ne serait-ce qu'en termes de maîtrise de qualité. Et puis, il y a les personnes. Donc, rien que cette affirmation-là, même si elle paraît très évidente à l'écran, nous rappelle quand même qu'il y a une manière de penser le savoir au-delà du portage fait par les personnes, par le fait de leur scolarité et de leur parcours de formation, et que, à ce titre-là, un pays comme une organisation, comme une personne, sont des organismes qui, finalement, doivent gérer du savoir et arriver à tenter de le maîtriser. Autre point de vue, des formules qui sont assez intéressantes, parce que je pense que ça peut nous permettre d'ouvrir des pistes. J'ai toujours la préoccupation, comme certains de mes collègues, de faire attention à la sémantique, parce que quand on est en organisation, la sémantique peut avoir de l'importance pour défendre des points de vue et défendre des propos. Voilà, c'est vrai qu'à un moment ou un autre, la question de l'apprendre à apprendre aujourd'hui est devenue assez centrale. On travaille avec des enseignants qui très rapidement aujourd'hui disent dans l'enjeu de l'école, il y a apprendre à apprendre. Alors une fois qu'on l'a dit, il faut le faire, mais c'est déjà quelque chose qui est rentré dans les murs. Il faut avoir des compétences pour apprendre. Beaucoup de travail qui se fait, notamment ici à l'université, dans d'autres écoles professionnelles, sur ce qu'on appelle le métier de l'étudiant. Donc il faut être étudiant, il faut apprendre le contenu de la discipline dans laquelle on s'inscrit, puis il faut apprendre le métier de l'étudiant, c'est-à-dire le métier de l'étude. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'études qui montrent qu'une grande partie de l'échec scolaire, qu'il soit bas âge ou plus tard dans la tradition supérieure, tertiaire supérieure, sont liées à des lacunes du métier de l'étudiant, qui se traduisent bien évidemment après par des échecs aux examens où il y a insuffisance dans des réponses à des questions, mais c'est quand même le métier de l'étudiant. Donc il y a une certaine forme de capacité à apprendre, à gérer du savoir, à l'organiser, le trouver, le hiérarchiser, prendre des notes pour ceux qui sont en train de le faire. Voilà, donc il y a un savoir qu'il faut savoir développer, qu'il faut maîtriser, pour finalement, dans un deuxième temps seulement, être dans la maîtrise du contenu. Alors là, on parlera du contenu au sens de quelque chose qui porte sur un genre, un type et un champ particulier, mais la base, c'est véritablement de se dire qu'il y a un travail cognitif qui est attendu, et on parlera ici de travailleurs de la connaissance, c'est-à-dire que plus il y a dématérialisation, plus il y a virtualisation, plus on est dans la complexité de l'activité, plus on va être dans un travail de gestion des informations, de connaissances, de gestion et de traitement de l'information, parce qu'il n'y aura plus de résultats à proprement parler en tant que tel applicable ou de procédures en tant que tel applicables. Un auteur que je peux que vous recommander parce qu'il y a un intérêt assez important sur toute la dimension de la pensée critique en organisation, avec toute la crainte que ça peut générer. À l'arrière-plan de la question du savoir, il y a aussi ça. Il y a aussi l'idée de se dire, c'est quoi être dans une organisation fonctionnelle, performante, même si elle n'est pas là pour faire du business et du chiffre d'affaires, mais qui fonctionne, qui est capable à la fois d'être dans une maîtrise, dans un contrôle, puis en même temps qui se peut évoluer et ne pas rester bloqué, sclérosé par des savoirs qui sont déjà dépassés. Il n'y a aucune raison que notre société soit dans un rythme effréné de développement et que les entreprises ne le soient pas. En d'autres termes, je veux dire, quand vous chargez votre Windows 10, il est très vite dépassé. Quand vous avez votre iPhone 6S, il est bientôt dépassé. Il faut préparer le 7. Il n'y a aucune raison que notre société de consommation ne soit pas quelque part reproduite dans une organisation. Donc, la question de la tension entre l'ordre et le désordre, c'est-à-dire l'ordre comme un moteur qui permet d'agir, parce qu'on a quand même un cadre sur lequel on peut travailler, on sait vers quoi il faut aller, il y a un attendu, il y a des prérogatives qui sont distribuées, puis il y a un désordre. Il y a un désordre qui est lié, moi j'aime bien prendre le terme de désordre, parce que l'apprentissage, c'est un désordre. Le conflit des représentations, la déconstruction des savoirs, etc. Il y a un désordre. Et donc, à un moment donné, la question peut-être un peu provocante, c'est de se dire, voilà, pour agir, il y a peut-être un cadre à donner, mais pour se développer,
pour être agile, hein, pour être effectivement dans l'adéquation, il y a sûrement un désordre à assumer. Et la question du savoir est là derrière de manière extrêmement forte, même si se traduira dans des postures de managers plus ou moins adéquates, plus ou moins dures, plus ou moins facilitantes, un contexte dans lequel on peut s'exprimer, il n'en reste pas moins que ce qui est au centre, c'est le savoir. Et le savoir est quelque part relié à l'agilité. Pour autant, il faut qu'on puisse ouvrir l'espace de désordre, avec la tentative de vouloir le contrôler. Donc vous voyez, après ça devient assez schizophrénique, c'est que dans une organisation, on aura tendance à dire « Ok, la gestion du savoir, mais il faut le contrôler ». Donc voilà, donc on est en train de finalement patiner sur place, parce qu'on se rend bien compte de l'intérêt, mais comme on reste encore sur des habitudes de maîtrise et de reproductibilité, on peut être très vite en difficulté. Donc autre point de vue sur c'est quoi potentiellement le savoir. Hein, le savoir, c'est à la fois un élément de conformité, c'est à la fois un élément de stabilité. On dit les choses, hein, on les a dites, on vous les a annoncées, donc vous êtes censé le savoir. Hein, il y a conférence ce soir dans la salle 11-50, donc vous n'êtes pas, nul n'est censé l'ignorer. Puis en même temps, après, il y a tout ce qui fait qu'on peut être dans un désordre et dans une adaptation qui peut être faite. À partir de là, ça donne naissance, pour les choses qui sont les plus courantes dans notre jargon de formateur, on entendra beaucoup parler de la dimension informelle de la formation. Hein. Mais alors attention, parce que souvent, effectivement, elle est reliée à des questions qui, justement par le fait qu'elle est informelle, ne participent pas de la structure et de la stratégie d'entreprise. C'est sa définition même. Donc voilà, à un moment donné, mais ça reste quand même un élément extrêmement pertinent. Toute la question des apprentissages et du travail et des relations entre l'organisation du travail pour qu'ils deviennent formateurs, la formation au poste de travail, etc., etc. Donc, ces relations-là et ces rapprochements sont de plus en plus présents et posent la question de se dire, est-ce que véritablement une formation, aujourd'hui, doit apporter du savoir nouveau? Est-ce que véritablement, en 2015, quel que soit le niveau des personnes, on a vraiment besoin d'apporter beaucoup de savoir? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qu'il faut faire? Par exemple, formaliser des pratiques, par exemple, rendre explicite des éléments tacites. La question de l'orientation de la formation est là derrière. Hein. Il ne s'agit pas simplement de dire on peut gagner du temps en faisant de la formation au poste de travail. La question est de se dire, finalement, est-ce qu'il y a dans les activités des éléments, des enjeux de savoir qui sont intéressants et pour les individus et pour l'organisation. Notamment, par exemple, toute la question des compétences collectives, qui pose des questions en se disant, mais finalement, jusqu'à présent, on a travaillé dans le principe de l'individu responsable. Qu'est-ce qu'on fait du collectif? C'est une autre vision de la formation, c'est une autre vision du savoir, c'est un autre enjeu. Et donc, effectivement, il y a des passages que vous connaissez, par exemple, dans des formations dites d'équipe, mais globalement, des formations d'équipe se posent la question de savoir finalement qui et avec quel savoir on travaille. Est-ce qu'on travaille avec des apprenants qui récupèrent du savoir ou est-ce qu'on travaille avec des praticiens qui ont une expertise et qui vont la formaliser? Donc, la question des compétences collectives est aujourd'hui relativement mouvante, mais elle pose des questions parce que, aussi bêtement que ce que l'on entend, l'addition des parties, c'est-à-dire l'addition des individus qui se forment, ne crée pas un tout cohérent. Donc la question, c'est comme dans une formation modulaire, dans les écoles professionnelles, vous avez tous les modules, puis après on vous dit « Ah, il faudra un séminaire d'intégration » pour intégrer tous les modules différents. Vous voyez, donc cette question de la continuité du savoir, de la cohérence du savoir, de la transversalité du savoir, elle est là, elle est sur notre table, elle est posée. Ce n'est pas des gros problèmes, on n'est pas sur des zones vitales pour la formation, mais si on gratte un petit peu, c'est effectivement tous les enjeux que l'on entend et les questions que l'on entend, avec par exemple voilà, un élément qui est particulièrement intéressant. Sur le plan de la promotion sociale, vous savez tous quelle est la valeur de la validation des acquis. Hein. Personnes non qualifiées qui, à travers une expérience, peuvent aller chercher un titre. Sauf que si vous regardez l'objet un petit peu différemment, la question qui se pose, c'est, et Jean-Marie Barbier l'a très bien démonté dans un article, dit c'est un objet de promotion sociale, certes, mais les capacités pour réussir à dire ses compétences étant tellement sélectives qu'on est en train de qualifier des gens qui sont déjà finalement dans une forme d'élite. Et notre projet de société s'estompe aussi vite que l'on demande à des gens faiblement qualifiés d'expliquer des choses assez inexplicables, c'est-à-dire une compétence, sur papier qui plus est.
Donc, à un moment donné, la question du savoir, vous voyez, elle devient assez délicate parce que finalement, quelqu'un se dirait, mais mon beau projet social de validation des acquis, vous êtes en train de me le dégonfler parce que finalement, vous posez la question de la nature du savoir qui est en jeu. Et tout à l'arrière-plan, et on peut saluer notamment le travail que fait Étienne Bourgeois et d'autres collègues ici sur la valeur de l'expérience, hein, qui n'est pas le sujet là soir, mais tout ce qui tourne autour de l'expérience comme vraiment, alors là pour le coup, ingrédients historiques de la formation et de cette question du savoir sont importants. Donc tout bêtement, et là je m'appuie vraiment sur des choses qui sont communes à nous dans notre tissu de formateurs, la question qui est posée notamment par le BOTERF, c'est finalement le passage du droit à la formation, hein, c'est-à-dire le fait que des individus peuvent se présenter face à une source de savoir, est aujourd'hui modifié par le devoir de compétence, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est-à-dire que finalement, il y a une responsabilité d'aller chercher de l'information, mais il y a aussi une responsabilité qui est que le savoir n'y suffit pas, et que la compétence, c'est autre chose que du savoir, je ne vais pas vous refaire la définition, et qu'à ce titre-là, une des questions assez importantes, c'est de se dire, il y a des circonstances de formation qui sont non instituées. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas scolarisés sous le sens, non pas pédagogique, mais sous le sens de dire, à un moment donné, dans une salle donnée, avec un groupe de personnes données, il y a une action de formation. Donc on est effectivement sur des questions informelles ou non formelles, mais on est surtout sur des éléments qui font que la densité d'une organisation, en termes de capital humain et de capital de savoir, d'expérience, se fait de manière souvent non instituée. D'où l'intérêt des organisations de se poser la question, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ça, hein, et comment on peut, d'une certaine manière, donner forme à ces éléments, parce que sinon on perd le contrôle sur ces éléments. Et juste pour la petite histoire, hein, rapidement, je l'ai déjà évoqué à certains étudiants, dans les dernières études que Philippe Carré fait sur la question des dimensions informelles du travail dans des grandes organisations de type assurance et banque en France, il arrive à des conclusions où, en regardant de manière anonyme tous les échanges, par exemple de mails, qui circulent dans une organisation, ou les échanges qui peuvent y avoir par téléphone ou, comme on dit, à la pause café, vous avez un rapport de production entre ce que fait la formation formelle et ce que fait cet espace de 1 à 100. C'est-à-dire que pendant qu'on fait 1 heure de formation, on a l'équivalent de 100 heures de bande passante qui fait que l'organisation, elle se régénère et elle se tient, elle s'équilibre. 1%. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la faiblesse du métier que nous pratiquons, non pas qu'il n'est pas bien fait, hein, mais qu'on est dans un créneau qui est extrêmement étroit. C'est comme si on voulait faire passer du son et de la vidéo dans un système extrêmement lent, comme on en a connu peut-être il y a une trentaine d'années, alors qu'à côté, il y a un système très ouvert, ADSL, 4G, 5G, équivalent, qui fait que ça circule. Donc, cette question-là, elle devient assez tendue, mais, et là, vous avez des auteurs qui sont extrêmement précis, j'allais dire presque radicaux sur la question, on est dans une opposition, mais extrêmement forte en termes de débat, sur le capital humain. Et quand on dit le capital humain, on dit d'abord et avant tout l'individu et sa propriété. Et d'un autre côté, il y a une nouvelle notion qui apparaît. Enfin, nouvelle, ça paraît comme ça un peu éloigné dans nos histoires, j'allais dire, de philosophie, mais disons, du point de vue de l'organisation, vous avez une tension avec la notion de capital social, c'est-à-dire le capital collectif porté par un certain nombre d'individus, qui fait qu'une organisation, c'est un regroupement de personnes, c'est-à-dire c'est un tissu, et que ce tissu-là, il produit de la connaissance, avec l'hypothèse que seul, hein, il y a possiblement une autodidaxie, il y a possiblement des apprentissages et une propriété de savoir, mais que seul, je ne pourrais pas dépasser un certain niveau de production cognitif et de production de savoir si je ne suis pas à 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Comme on dit, on est plus intelligent à 2 ou à 10 que seul. Au-delà de la formule d'être intelligent ou pas, il y a une question quand même qui fait qu'il y a une butée entre est-ce qu'on en reste à la question du savoir, capital humain individuel, version sphère privée, ça lui appartient, avec tout le débat sur l'employabilité, avec tout le débat sur la responsabilité de se former, ou est-ce qu'à un moment donné, on considère méthodologiquement qu'il y a un savoir qui est particulièrement issu du groupe, et que seul ce savoir n'existerait pas. Et que ce savoir est forcément en prise avec des pratiques, avec des expériences, avec des incidents, avec un certain nombre de choses qui viennent le stimuler. Mais ce débat-là, il n'est pas réglé.
Et donc, il y a une vraie tension importante qui existe sur la question de l'appropriation d'un savoir, de la captation d'un savoir. Par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment sur la question des seniors. Une des cibles aujourd'hui, c'est la captation du savoir des seniors en vue de. Et là, il y a tout un débat de se dire qui gagne quoi sur le dos de qui. Et donc la question du capital social, ce n'est pas tellement uniquement le groupe, c'est de penser le savoir comme étant, je dirais, le fruit d'un travail personnel, mais comme étant aussi le fruit d'une formalisation d'experts. Et puis il y a une troisième voie qui est le fruit d'une formalisation, d'une création collective. Et si on ne met pas le collectif au travail, il y a du savoir qu'on n'aura pas. Et ça, je pense que c'est quand même un point assez important à garder à l'esprit, parce que ça donne effectivement une possibilité de réfléchir à la place du savoir en entreprise. Donc ça donne quoi comme modèle? Je ne vais pas faire trop long, mais on voit à peu près comment ça se produit. J'ai choisi quatre schémas assez classiques que l'on retrouve beaucoup dans la littérature sur la question de la transmission du savoir, de la place du savoir en organisation, etc. Donc vous avez d'inspiration vraiment sur le praticien réflexif, sur l'apprentissage en situation. Vous avez un auteur comme Argyris qui vraiment, lui, développe l'idée que la formation est un lieu d'apprentissage, mais qu'il y a un apprentissage à l'organisation. Pas uniquement dans l'organisation, mais à l'organisation. Et que la performance, elle va être, un peu comme je le disais, du métier d'étudiant, elle va être l'habilité à savoir vivre en organisation. Pas uniquement se faire son travail. Donc, les apprentissages organisationnels, c'est-à-dire la capacité à analyser, la capacité à décoder, la capacité à utiliser, la capacité à mettre en connexion les choses, fait partie de cette dimension-là. Ce n'est pas inintéressant parce que ça place le savoir à un autre endroit. C'est comme on dit, ce n'est pas le savoir de l'étudiant qui apprend un métier, c'est le savoir de l'étudiant qui apprend son métier d'étudiant. Et donc là, c'est le savoir du collaborateur qui apprend à être collaborateur dans l'organisation et qui apprend à travailler avec autrui et qui apprend à comprendre finalement les enjeux de sa pratique. Le cycle d'apprentissage expérientiel de Kolb, alors bon, c'est tellement dans notre ADN de formateur que je suis un peu gêné d'en reparler, mais disons, globalement, on voit bien comment l'expérience et la formalisation peut donner naissance à un cycle inductif avec finalement la capacité de rendre viable finalement et intéressant, pertinent, utile, des éléments qui partent de situations assez intangibles dans notre parcours de vie. Ce qui est relié finalement avec un auteur qui a beaucoup travaillé dans la question de la qualité et de l'amélioration, on retrouve la même idée, c'est il y a du savoir tacite qui a certaines conditions, et c'est là où tout d'un coup encore on entend des choses. À certaines conditions, ce savoir tacite peut devenir un savoir formalisé et un savoir échangeable, un savoir socialisé. Mais il y a des conditions, il ne se fait pas naturellement. On est typiquement, vous le savez, c'est les savoirs tacites de gens qui ne sont pas capables de vous dire comment ils font et qu'il faut aider finalement à accoucher, si vous me permettez l'expression, à accoucher de leur pratique verbalement, parce que ce savoir tacite, finalement, reste tacite tant qu'on ne va pas modifier le registre sur lequel il repose. Donc la question du savoir en tant que produit qui se développe, non pas qui progresse en complexité, mais simplement qui se développe entre du tacite, de l'intangible, de quelque chose qui se cristallise, puis à un moment donné qui devient finalement socialisable et entendable par autrui. Ça fait partie des boucles d'amélioration dans l'organisation et ça pose la question finalement du savoir comme ingrédient en tant que tel et pas simplement comme quelque chose qui est précurseur d'une action. Et là, de nouveau, ça déconnecte l'idée de dire le savoir, c'est simplement le bagage intellectuel pour agir. Ça devient finalement un capital en tant que tel. Ça a une valeur hors sol, on pourrait dire, en dehors d'une pratique, parce qu'il y a des éléments de socialisation qui sont en jeu. Et puis l'organisation apprenante, alors c'est le renversement du premier, c'est de dire finalement l'individu est amené à apprendre dans l'organisation pour survivre, pour se développer, à apprendre de l'organisation, mais l'organisation devient un corps vivant qui doit elle-même apprendre de ses erreurs et de ses incidents. Donc l'organisation doit être capable, doit se donner les moyens, c'est une injonction plus ou moins réalisée, pas toujours, voire rarement s'étend, d'apprendre finalement de ce qu'elle vit au travers des individus qui la composent, mais avec vraiment cette idée de dire l'organisation est un écosystème qui a besoin de se régénérer, qui a besoin de tirer des conclusions et des apprentissages de sa situation de vie, on pourrait dire, et des éléments qu'elle traverse. Donc on voit quoi? On voit finalement
beaucoup dans ces dimensions, des réflexes, des habitudes de travail, des habilités, des attitudes, enfin, tout ce qui constitue finalement la qualité d'une action, hein, mais qui, d'une certaine manière, représente pas forcément les procédures, représente pas forcément les concepts et les schémas qu'on a l'habitude de transmettre, et deviennent quelque part l'expression de pratiques et d'intelligence qui ne sont pas captées comme ça aussi simplement. En d'autres termes, c'est comment tu fais pour faire si bien, comment tu t'es pris pour réussir ce que tu viens de faire, et finalement, comment avons-nous réussi ensemble à aller au bout de ce chantier ou de ce projet. On est vraiment sur une situation un peu intermédiaire, comme ça, d'analyse un peu méta sur ce qui se fait, les conditions dans lesquelles on le fait, et la manière dont ça pourrait être reproduit ou adapté. Alors, on peut assez vite tomber dans une idée que finalement, il suffit de se baisser pour ramasser ça. Il y a une idée qui circule assez souvent, c'est que personne ne sait tout et tout le monde sait quelque chose. Bon, alors réunissons les gens et puis prenons le savoir qu'ils ont à disposition, hein, d'une certaine manière. Sauf que là derrière, l'affirmation qui est posée ici, elle n'est pas si facile, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, elle n'est pas si facile à porter. C'est pas, ok, il y a de l'intelligence ou il y a du savoir qui est distribué, qui peut être valorisé, mais vous voyez là, une affirmation extrêmement exigeante, hein. Elle est partout distribuée, elle est sans cesse valorisée, elle est coordonnée en temps réel. Ça, c'est une exigence quasiment utopique par rapport à la gestion du savoir, mais c'est peut-être à ces conditions-là qu'on peut obtenir finalement un savoir intéressant pour l'organisation et réciproquement pour les personnes qui participent à cette démarche. Sauf que les organisations aujourd'hui ne sont pas du tout dans l'idée de la valorisation de l'intelligence et de la possibilité de distribuer, en tout cas très rarement, de distribuer finalement une intelligence qui émargerait au poste de travail, aux qualités requises pour un poste de travail, et on est dans une difficulté aujourd'hui assez majeure, où vous avez, pour un grand nombre de personnes, des situations où on entend beaucoup parler du burn-out, hein, pour faire court, c'est-à-dire d'une fatigue professionnelle très fortement liée à un épuisement avec une mise en doute, hein, des capacités des personnes. Il y a une forme beaucoup plus sournoise dont on n'entend pas parler, c'est la sous-utilisation des ressources intellectuelles et des ressources de savoir des personnes. Hein. Et vous avez des gens qui sont en train, non pas de s'épuiser, mais de se fatiguer par, finalement, lassitude, parce que leur niveau, et c'est tout le risque, hein, du dumping de compétences et de savoir quand on va prendre des gens très hautement qualifiés pour des postes, finalement, beaucoup plus bas en termes de perspective de prérogatives. Vous avez un grand nombre de personnes qui sont aujourd'hui en sous-utilisation de leur intelligence, de leur capacité, de leur savoir, et qui sont en grande difficulté professionnelle. Donc, les organisations, aujourd'hui, ne régulent pas le savoir. Parce que, d'une certaine manière, ils ne régulent pas, ou très peu, le capital. Hein. Ils le distribuent au mieux. Hein. Ils distribuent des compétences sur des postes. On entend toujours, hein, adéquation poste-personne. OK. Mais dès le moment où vous commencez à parler de mobilité du savoir, de plasticité du savoir, de développement du savoir et de l'intelligence, hein, on bute très vite sur des organisations qui n'ont pas de possibilité de mobilité, qui n'ont pas de possibilité de laisser les choses s'exprimer. Et donc, cette exigence, finalement, qui pourrait être une définition de c'est quoi la gestion du savoir dans une entreprise, a vraiment beaucoup de peine à s'organiser. Alors, à ce stade, il faudrait quand même qu'on puisse dire à un moment donné, en résumé, qu'est-ce qu'on peut faire, ou sur quoi on peut travailler. Donc, globalement, on pourrait se mettre d'accord sur le fait que le savoir en entreprise, il pourrait à la fois porter sur ce qu'on appellerait les modes de production, le comment faire, pour faire très court, les modes de production, les gestes, les processus de travail, etc., etc. Il pourrait porter sur le fonctionnement étant autre chose que la production. Hein. Fonctionner, c'est être en relation avec autrui, les parties prenantes, travailler sur des échéances, sur des risques, sur des choses comme ça, qui sont liées à la production, mais qui sont le fonctionnement dans lequel on m'immerge et la manière dont l'entreprise souhaite fonctionner, et puis les interactions entre personnes. Et donc, d'une certaine manière, on aurait tendance à dire, il y a des pistes de gestion du savoir, dès le moment où on est capable de se dire que ça a une valeur, et que d'une certaine manière, le savoir, il n'est pas que propriété des individus, puisque collectivement, ils produisent des choses au moment des relations en organisation qui vont devenir spécifiques et assez originales. Alors,
c'est de la sémantique, hein, mais je pense que c'est important de se dire, finalement, quand on produit, et que l'on produit dans une chaîne, ou dans un groupe, ou dans une équipe, une des grandes questions, c'est la coopération. C'est-à-dire comment on travaille à plusieurs, bêtement, hein, mais voilà. C'est aussi simple que ça, sauf que, à part avoir quelques règles et quelques moments de débriefing ou quelques discussions quand il y a des conflits, éventuellement une supervision parce que ça ne va pas bien, ce n'est pas un objet qui est traité en tant que tel. Très, très, très rarement. On va regarder les modes de production, on va regarder les interactions, mais le croisement des deux, c'est-à-dire l'enjeu qui fait que des modes de production sont questionnés par des personnes qui sont en interaction, cette question-là, elle n'est pas forcément travaillée comme une zone d'élaboration d'un savoir que l'on pourrait faire évoluer, avec lequel on peut se déplacer. Une sorte de capital qui a de la valeur. Même si le terme, on est tous d'accord, mais on sera plutôt sur « il faut ». C'est une injonction, la coopération. Il y a des fois, il faut se dépatouiller, et on voit apparaître aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, à des formes intéressantes. Deuxième chose, quand vous avez des modes de production qui sont inscrits dans des fonctionnements institutionnels, organisationnels, se pose la question de savoir quels sont les enseignements que l'on tire de cette production. Est-ce qu'on l'améliore? Est-ce qu'on peut la modifier? Qui décide de la modifier? Toute la grande question. Hein. Est-ce que les praticiens sont à même de construire leur production? Je fais juste un petit aparté pour ceux que ça intéresse. Regardez aujourd'hui tout le mouvement qu'on appellera des entreprises libérées. Il y a un énorme mouvement ressources humaines qui tente, alors c'est assez exploratoire, qui tente vraiment de casser tout ça, c'est-à-dire de dire, c'est les praticiens qui sont en expertise, c'est les experts qui auront la possibilité de faire bouger une pratique, et à un moment donné, si on veut obtenir vraiment de la qualité, il faut libérer. Et pas simplement au niveau du management et des relations humaines, aussi au niveau de la capacité à penser une production. Et donc, à un moment donné, la possibilité est d'amener des praticiens à produire un schéma organisateur qui consiste à dire, compte tenu des contraintes, compte tenu des ressources, compte tenu de ce qu'on doit faire, voilà le mode de production idéal. Vous voyez un peu le défi que ça représente, mais typiquement, la question du savoir en entreprise, c'est d'associer ces deux choses, comme d'associer une production avec des interactions, et comme d'associer finalement le fonctionnement et les interactions. Alors à ce moment-là, qu'on appellera collaboration, c'est-à-dire le vivre ensemble. La coopération, c'est le travail ensemble. La collaboration, c'est le vivre ensemble, le fait de bouger et de s'ajuster mutuellement. Et donc, ça représente une troisième cible possible de travail sur le savoir. La coopération dans le travail de production à plusieurs, la co-construction comme la possibilité de faire évoluer une production dans un fonctionnement donné avec des contraintes, avec une certaine intelligence, et la collaboration, c'est fonctionner à plusieurs dans un univers fermé avec des règles plus ou moins explicites. Et là, on a un champ énorme qui s'offre à nous. Simplement, le problème, c'est la portée de ce travail. Et donc, il y a un moment donné où l'intérêt de la maîtrise du savoir va buter sur les risques que ça produit. Alors, concrètement, plusieurs exemples, maintenant, pour qu'on soit au clair sur ce que ça veut dire. Première chose, on entend beaucoup parler de transmission. Donc, comme son nom l'indique, la transmission, ça sera d'un réceptacle qui a une expérience, qui a accumulé quelque chose, qui a élaboré, à un autre réceptacle, voilà, c'est bêtement un schéma de communication, qui n'a pas ça. Donc le principe de la transmission de savoir, c'est il y a des personnes où il y a un moment où il est nécessaire de transmettre à autrui quelque chose. Alors là, typiquement, c'est le travail avec les seniors, sur la question des nouveaux arrivants, sur la question de la possibilité de capter leur expérience, leur savoir-faire pour que le geste soit transmis, pour que aussi la culture soit transmise d'une certaine manière. Donc là, on est vraiment sur la transmission de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas, on pourrait dire. Aujourd'hui, globalement, c'est à peu près 80% de la gestion du savoir. Et c'est très bizarre parce que finalement, c'est essentiellement marqué, je le dirai tout à l'heure, mais c'est essentiellement marqué par un schéma scolaire. C'est vraiment le schéma de la relation entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, et ceux qui n'ont pas doivent recevoir de ceux qui ont. Alors, très bien, certainement dans certains cas, mais ça pose quand même la question de se dire, finalement, est-ce qu'on a d'autres possibilités? Alors oui, il y a d'autres possibilités que la transmission du savoir. Il y a la question de la médiation, c'est-à-dire qu'on va essayer, dans certains cas, de faire en sorte de trouver des chemins
des alternatives, des chemins qui nous permettent de développer peut-être plus d'intelligence. Et là, face à des difficultés, face à des défis, on va prendre le risque de demander à des experts dans des groupes de travail, dans des cercles de qualité, de réfléchir à des améliorations, à des possibilités de faire avec, tout en trouvant des solutions et des voies de passage qui sont intéressantes. Donc on va faire la médiation entre une pratique et un problème qui est lié à cette pratique, et on va demander à des personnes d'élaborer du savoir original, mais souvent dans des situations très particulières où seuls certains experts seront amenés à donner leur parole. À l'inverse, vous avez des chantiers où il y a beaucoup d'initiation. Alors là, c'est dans une transmission un peu différente. On est vraiment dans l'idée qu'il faut prendre en charge quelque chose de l'entreprise et que dans un laps de temps court, vous devez, en tant que notamment nouveau collaborateur, accéder à un savoir que l'on a configuré, que l'on estime être le kit, le paquet que vous devez prendre en charge. Donc vous êtes initié alors, à des choses techniques, à des choses sociales, à des messages subliminaux, le cas échéant. Il y a de la culture là derrière, il y a des signaux qui sont donnés, mais il y a un savoir assez important qui circule, notamment auprès des nouveaux collaborateurs, des nouveaux arrivants, parce qu'il y a ce souci de pouvoir marquer l'arrivée par un paquet de choses qui correspondent finalement à la possibilité de pratiquer, la possibilité d'être reconnu, de s'intégrer dans l'organisation. Donc l'initiation est une chose qui aujourd'hui est portée de manière assez floue. Pas grand monde veut le faire, et je rappelle juste ici qu'un certain nombre de formateurs sont très peu enclins à participer de cette dynamique d'initiation parce que voilà, ils trouvent que c'est une instrumentalisation de la formation, ce qui en soi s'entend. Pour mon compte, je ne trouve pas qu'elle est plus instrumentalisée là qu'ailleurs, dans d'autres programmes, mais il y a une réaction souvent assez difficile de se dire, voilà, on veut faire rentrer les gens par la petite porte et les faire mouliner comme ça leur cerveau sur des valeurs, sur des signaux, sur des messages, sur des choses incontournables. Donc l'initiation aujourd'hui est un des deuxièmes, enfin parmi les deux ou trois viennent ensuite des dispositifs qui consistent à remettre entre les mains de collaborateurs souvent nouveaux un paquet de choses avec lesquelles ils doivent vivre et qui marquent finalement leur entrée. À l'inverse, vous avez tout un travail qui existe dans certaines manufactures, dans certains systèmes high-tech, où il s'agit là de mémoriser, c'est-à-dire de garder le savoir-faire historique, de garder un certain nombre de recettes, de procédures de travail, d'événements marquants aussi. Et donc, il y a des entreprises qui font un travail de mémoire assez important, d'archivage. Alors, ça peut être par de la vidéo, des entretiens, ça peut être de classifier des plans, ça peut être de scanner des documents. Il y a un travail de mémorisation parce qu'il y a une vraie conscience qui fait que les gens sentent bien qu'on va être assez vite dépassé par les cycles de vie d'un produit ou d'un processus de travail en rapport avec nos cycles de vie à nous. C'est-à-dire que globalement, on ne sera plus là pour, c'est l'exemple de la montre tout à l'heure. Donc, il y a un travail de mémoire, mais qui n'est pas simplement de mémoriser des documents techniques, qui est aussi de documenter l'ensemble de ce qui peut se passer, notamment par le fait qu'on a perdu grandement, à part dans quelques manufactures bien de chez nous, l'idée que le fils prendra la succession du père et que le petit-fils, etc., etc., ça risque plutôt d'être des groupes chinois ou des groupes de prévoyance américains qui prendra le contrôle de nos vignes, puisque c'est un peu le cas, par exemple, dans le vignoble français. Et donc, cette question de mémoire, elle est aussi là pour finalement se défendre un petit peu contre l'envahisseur d'une certaine manière. Donc, vous voyez bien que les mécanismes de médiation, si on prend assez trivialement, médiation, on a un problème, on est arrivé dans une voie sans issue, il faut sortir de l'ornière. Les experts à vous. Transmission, on a finalement des personnes qui nous quittent, ils partent avec un capital qui nous appartient, ça on ne dit pas vraiment, mais enfin, voilà. Et donc, on veut le récupérer avant qu'ils partent parce qu'on risque d'avoir une perte. L'initiation, on a des gens qui arrivent, alors attention, pas n'importe qui rentre chez nous, donc on va un tout petit peu conformer les choses. La mémorisation, on est un peu envahi, on est dans un dépassement du temps par rapport au temps humain sur le temps organisationnel, donc il faut scanner, mémoriser. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez bien que ce qui motive finalement la gestion du savoir est souvent une démarche problématique un peu par défaut. On le fait sous pression, on le fait finalement
Et à la même chose, en termes d'innovation, vous avez ici toutes les stratégies, on pourrait dire, d'observation, de veille, de travail sur le prototypage, hein, qui fait que le savoir, finalement, aujourd'hui, devient aussi la possibilité de certaines entreprises ou de certains groupes de personnes d'avoir le droit, hein, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir le droit, par exemple, d'innover, de tenter, de rater, d'échouer. Hein. Alors on l'entend souvent dans la culture, hein, dans l'opposition entre la culture latine et la culture anglo-saxonne, mais on voit que ça devient extrêmement difficile. Et juste pour rappel, vous avez, on a beaucoup parlé des problèmes chez Orange de suicide. Il faut quand même rappeler qu'un des postes qui a été assez touché par les problèmes de suicide, c'est aussi le centre de recherche de chez Renault. Et le centre de recherche, c'est des designers qui inventent la voiture de 2025. Donc eux, a priori, ils font papier, crayon, poubelle, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'idée géniale. Et c'est là où des gens se sont suicidés parce que leur performance était sous contrôle et que la gestion du savoir était que productive et plus uniquement qualitative sur le plan de la créativité. Donc l'innovation, oui, mais on voit aujourd'hui que les délais et les temps de production sur la question du savoir sont extrêmement courts, et donc on aura tendance à gérer le savoir, par exemple, en essayant de s'abreuver ou d'aller chercher des idées chez les voisins, raison pour laquelle vous avez une gamme de produits qui aujourd'hui ressemble étrangement à celui d'à côté, parce que ce n'est pas que de l'espionnage, c'est simplement de l'influence par le fait notamment de la mobilité, grande mobilité, des collaborateurs qui fait que vous allez employer quelqu'un qui a travaillé 10 ans chez Volkswagen et qui va vous apprendre comment on fait des logiciels dans votre boîte. Donc la mobilité ressources humaines, qui est qu'on pourrait défendre comme une grande valeur, est aussi un chantier de la gestion du savoir. S'acheter des talents, c'est s'acheter les gens qui vont venir avec le savoir que l'on va pouvoir capter. Donc le savoir devient un vrai capital économique au-delà des personnes, mais qui est porté finalement comme on pourrait dire un virus, est porté par des transporteurs, et qui fait qu'aujourd'hui des organisations ont la tentation, pour innover, pour être à la pointe, de s'acheter finalement du savoir par le biais de personnes qui ont ces expériences-là, hein, et qui vont peut-être permettre de dépasser un stade de développement. Et puis, il y a de la prévention, et il y a des choses intéressantes, mais ça reste encore extrêmement niché dans certains endroits. C'est vraiment toute la question de l'analyse des risques, de l'analyse des incidents critiques, c'est toute la question de la possibilité de faire des scénarios. Et il y a finalement aujourd'hui peu d'institutions qui prennent le temps de réfléchir à la capacité de projection, hein, de dire, voilà, s'il nous arrive quelque chose, quel est notre plan, dans cette circonstance, qu'est-ce que l'on peut faire, en partant de ce problème-là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre problème. C'est très agaçant. Globalement, pour une organisation, c'est très agaçant d'avoir des gens qui font ce genre de travail. Mais il y a des personnes, il y a des secteurs qui sont obligés de travailler là-dessus, et que la gestion du savoir, c'est un savoir, je vais dire, préventif et prévisionnel en matière d'élaboration de scénarios. Mais la conclusion de cette liste, c'est que pour l'instant, la gestion du savoir, elle est réactive, réactionnelle et essentiellement marchande, hein, on pourrait dire, et que finalement, on est dans une difficulté de prendre la mesure de ce qui est intéressant de faire. Et pour le souligner, je m'appuie non pas sur un constat, mais sur un modèle qui est assez intéressant de Thomas Durand, sur ce qu'il appelle, lui, la grande faiblesse des organisations et l'impossibilité aujourd'hui de dépasser le stade, on pourrait dire, des flux tendus, donc de la réflexion. Pour lui, la production d'une organisation, elle est faite de deux facettes. C'est extrêmement simple, c'est la métaphore de l'athlète. Il y a l'entraînement, la compétition, et puis il y a la zone de repos. Il faut dormir, il faut manger, faire du stretching, il faut se régénérer. Une organisation, pour produire, elle doit assurer ce que sa mission lui demande. Donc elle doit faire des heures, elle doit mobiliser des ressources, elle doit assurer son activité donnée par la mission, statutairement. Et instrumentalement, elle doit préparer sa prestation, la régénérer, l'entretenir. Et quand on voit aujourd'hui, malheureusement, la taille du carré rose est inversement proportionnelle à la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quasiment plus d'espace. Et même les espaces de réunion sont des espaces saturés par des transmissions d'informations, sont des espaces qui sont saturés par du savoir qui n'est pas du savoir, je veux dire, avec une dimension qualitative et une valeur ajoutée. Et donc, on est complètement à côté de ça. On est à côté de
toutes les activités qui permettent à l'organisation d'élaborer des stratégies pour s'adapter aux exigences de l'environnement, donner un sens à l'action, à susciter l'adhésion des acteurs, cimenter le collectif en garantissant la cohésion et la pérennité du construit organisationnel. Et aujourd'hui, les organisations font comme si c'était donné, comme si c'était acquis par le fait de votre contrat, par le fait de votre salaire, par le fait de votre présence et de la présence de vos chefs. D'une certaine manière, ça tient. Et on aboutit aujourd'hui à ce que certains dénoncent, à savoir un retour à la taylorisation, donc à l'univers régulateur, pas osmotique, parce que finalement, à force d'avoir du flux tendu, où il n'y a plus de méta-communication, méta-réflexion sur le travail, sur le vivre ensemble, pas uniquement sur le travail, mais c'est comment cette séance aujourd'hui s'est bien passée entre nous. Comment nous avons la capacité de dialoguer entre nous ou pas. Voilà, c'est des questions très simples de vivre ensemble. Je vous rappelle les trois, fonctionnement, production et interaction. Je pense que c'est trois univers qui doivent être en permanence questionnés. Alors je dis toujours comme ça en rigolant, je dis voilà, je dis toujours à mon épouse, mais oui, tu sais bien que je t'aime, je ne vais pas te le dire tous les jours. Et elle me dit, mais oui, tu dois me le dire tous les jours. Donc il y a un travail, voilà, il y a un travail qui fait qu'il n'y a rien d'acquis dans l'organisation et il y a une difficulté à mesurer le risque ambiant de ne pas s'intéresser à la santé de l'organisation. Je ne parle pas de la qualité du travail ni des postes, je parle vraiment des interactions et de la capacité à lire les processus de collaboration, les processus de coopération et les constructions collégiales. Et je trouve que ce schéma nous interpelle et nous met en alerte vraiment sur le fait qu'on va à la fracture, on va au claquage dès le moment où on ne fait qu'utiliser 98, 99, 100% du temps en prestation. Et pour moi, une réunion, c'est de la prestation statutaire, si c'est une réunion d'information. C'est un colloque de service, vous voyez ce que je veux dire ? C'est du statut. Même si le bénéficiaire n'est pas dans la salle, on n'est pas dans notre propre univers de réflexion et de régénération. Alors bien sûr qu'il y a des journées au vert, une fois de temps en temps. Alors oui, c'est bien. Si vous mangez une fois tous les 6 mois, ça peut être intéressant comme régime alimentaire, mais ça ne suffira pas. Donc on a un certain nombre de dispositifs qui permettraient, et on en a qui existent, et on est à ce titre-là dans la gestion du savoir, mais on est sur une forme finalement qui est souvent réactive et souvent utilisatrice, c'est-à-dire utilitaire par rapport à ce qu'on cherche. Alors voilà, résolution de problèmes en groupe, groupe de travail, incident critique, gestion de projet. Par exemple, c'est assez intéressant de voir combien il n'y a pas ou peu de place pour la recherche. Alors je ne parle pas de la recherche académique, mais la recherche-action. C'est-à-dire accepter un processus méthodologique d'expérimentation, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est comme si on n'avait pas besoin de démontrer ou de tâtonner. Il y en a qui savent, ou ça s'est fait ailleurs, et donc on applique. Et c'est sûr qu'on est dans une limitation énorme. Donc c'est vrai que l'expérimentation, ça existe. Je suis en train de mener un travail avec une église, d'ailleurs, sur la question d'une recherche-action, non pas pour faire de l'académisme, mais vraiment pour mener un processus de travail en termes d'expérimentation avec les collaborateurs, et véritablement de se poser des questions en disant, il y a des erreurs, on n'a pas le plan, on ne sait pas où on va. Et dire à des gens, je dis, on ne sait pas où on va, vous allez tester des choses, on va vous accompagner. Les réactions sont plutôt assez virulentes, négativement, parce que les gens disent, donnez-nous de la sécurité, donnez-nous du cadre, dites-nous ce qu'on doit faire, et on n'est pas du tout dans un univers comme ça d'expansion et de réflexion. Les retours d'expérience, les apprentissages, vous avez une liste de choses, la cartographie des connaissances. Alors là, on arrive tranquillement à cette idée que le savoir pourrait être un peu cartographié, c'est-à-dire qu'il a un périmètre, il se définit. On pourrait peut-être en faire une carte heuristique. Il y a, dans certains endroits, des arbres qui se constituent. On fait des tableaux de la connaissance dans les entreprises. Donc, on essaye de répertorier toute forme de savoir utile pour le travail, mais pas uniquement. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être pour la vie quotidienne dans l'entreprise. Il y a un certain nombre de choses qui se font. Par exemple, sur le storytelling, c'est le récit qui devient finalement aujourd'hui quelque chose d'assez intéressant, y compris dans des situations extrêmement difficiles, tendues, où on s'approche comme ça petit à petit du débriefing, mais le récit devient un moyen, non pas simplement de se libérer de quelque chose, mais vraiment de construire et de laisser une trace d'une procédure ou d'une démarche totalement empirique, totalement improvisée. Et donc on va faire raconter aux gens, notamment dans les situations de management ou
de situations de groupe ou de réunions d'experts, on va faire raconter des histoires comme on va demander effectivement à ce que des collaborateurs portent l'information, le savoir au-delà. C'est-à-dire le porte vers, c'est l'exemple de la boule de neige, porte le savoir vers d'autres collaborateurs. Donc on va favoriser tout ce qui peut, d'une certaine manière, répondre à cette idée qu'il y a une circulation du savoir. Problème. Qui je suis pour le faire et quel risque j'ai à le faire? Ça paraît assez noble de transmettre son savoir en même temps où on entend parler d'employabilité. Donc si je perds du savoir et que je le partage avec quelqu'un, je prends un risque. Qui est la personne pour me donner une expérience? Ah oui, elle est future retraitée. C'est elle qui va me donner un bagage d'expérience. De toute façon, elle ne sait déjà pas allumer son téléphone portable et quand elle reçoit un mail. Qui est-elle pour me donner de son savoir? Ok, j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées, les seniors. Enfin, oui, j'imagine le jeu de rôle d'un jeune adulte. Qui est la personne? Donc il y a des risques à partager son savoir, il y a des problèmes de respect mutuel et de rencontre entre des logiques d'acteurs dans l'entreprise. Donc le savoir, de nouveau, devient très vite quelque chose qui, même si on n'a passablement de cénacles et de dispositifs, peut devenir assez vite un enjeu de pouvoir, un enjeu, puisque c'est un capital. Et donc on va très rapidement buter sur deux cheminements très séparés, comme ça. D'un côté, tout ce qui relève historiquement d'éléments que nous travaillons encore ici, à savoir quelles sont les réalités de l'activité, comment est-ce que les gens arrivent ou pas à faire avec la souffrance, comment est-ce qu'ils arrivent à faire avec la tension d'une activité individuelle ou collective, comment est-ce qu'ils développent une certaine forme d'intelligence, est-ce que l'organisation apprend de ces expériences? Tout un pan, assez noble, assez positif, assez intéressant, assez humaniste. Puis vous avez l'autre pan qui est en train de se développer, qui est nous devons mettre la main sur le savoir, parce que c'est un enjeu d'entreprise, et ceci d'autant plus que tout est dématérialisé, donc il va falloir que l'on capte cette intelligence grise qui fait que les gens travaillent sans produire réellement avec leurs mains, avec dextérité et habileté, et on va thésauriser, c'est-à-dire qu'on va faire du knowledge management, on va empiler de la connaissance, on a une sorte de peur du vide qui fait qu'on entre progressivement dans le savoir comme une donnée extrêmement importante, et on parle de plus en plus du big data institutionnel, c'est-à-dire qu'une organisation aurait tout intérêt, tout intérêt de documenter le savoir et d'avoir des informations sur ses collaborateurs, je ne parle pas uniquement privé, mais simplement en termes de savoir, pour finalement, d'une certaine manière, gérer quelque chose d'un côté, à savoir les ressources humaines, avec toutes les difficultés des ressources humaines, et de l'autre, gérer un savoir qui représenterait un capital assez intéressant pour son développement, pour un investissement à venir, éventuellement pour le poids relatif de cette entreprise, si elle doit être négociée en termes de rachat, par exemple. Vous voyez, il y a deux univers extrêmement différents qui sont en train de se séparer complètement, parce que le savoir a cette ambivalence-là, le savoir a cette double dimension-là, et ça pose sérieusement la question, finalement, de ce que l'on peut faire. Alors, vous voyez, le knowledge management, c'est-à-dire la partie plus libérale, la partie plus commerciale de la gestion du savoir, c'est des éléments qui sont liés, finalement, à des raccourcissements de temps, à la passation de savoir. Alors, tout ça est très noble, d'une certaine manière, mais en fait, la question qui se pose, c'est de se dire quel est le profit de l'entreprise ou de l'organisation avec ce savoir. Et quand on voit ça, on se dit c'est assez normal de le faire, mais finalement, qui va l'utiliser? Qui va aujourd'hui le mettre en place? Donc, on est essentiellement dans des problèmes de captation, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment réunir ce savoir et comment le rendre. Les grandes questions, ce n'est pas tellement la fonction. Moi, j'aime bien dire que ce n'est pas tellement la fonction de l'outil qui pose la question, c'est son usage. Et donc, les questions derrière qui sont oubliées, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui dans une possibilité de volontariat, par exemple des seniors? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un libre arbitre d'accès au savoir pour les plus jeunes entrants? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans des conditions qui fait que finalement ce qui est récupéré n'est pas forcément trié d'une certaine manière, organisé, pour être rendu sous une forme qui n'est plus la forme que l'être humain peut rendre? Donc il y a une sorte de, excusez-moi du terme, mais quand même de risque de déshumanisation du savoir par le fait qu'il passerait par une boîte noire dans laquelle
on cherche à rassembler les éléments qui sont souvent des éléments rassurants pour l'organisation. Et donc on est complètement à l'opposé de l'idée du désordre, de l'idée du savoir qui va nous faire grandir parce qu'on est capable de secouer la boîte. Au contraire, on récupère du savoir pour rendre la boîte encore plus solide, par le fait qu'à la limite, comme les gens, excusez-moi, alors là c'est de l'interprétation, mais on l'entend beaucoup, comme les gens ne sont pas fiables, comme le facteur humain est le facteur le plus faible, déconnectons le savoir du facteur humain, comme ça au moins on aura la main sur le savoir, et puis les êtres humains, ils feront leur boulot. Et donc il y a un énorme risque, il y a un énorme risque, et c'est vrai que selon ce que nous faisons, nous les formateurs, ou ne faisons pas, et moi, alors ça c'est un peu une des premières conclusions, j'arrive au terme, ce que nous ne faisons pas, c'est de nous intéresser vraiment au portage du savoir. C'est-à-dire qu'on est dans un mode encore très scolaire de la formation, et comme on est dans ce mode scolaire, on entretient l'idée qu'il y a une source d'émission du savoir, une source de réception du savoir, et qu'à ce titre-là, d'autres que nous vont s'emparer de ça. Donc, j'aurais tendance à dire, posons-nous la question de l'ensemble des dimensions du savoir qui touchent à la formation, aux pratiques professionnelles, à la stratégie d'entreprise, de manière à ce qu'on évite ce clivage entre la déshumanisation du savoir à des fins mercantiles, certainement, ou une pensée assez humaniste, mais néanmoins peu fiable, ou en tout cas peu intelligible et peu audible dans les organisations, sur ce que ça peut apporter. Et donc, à ce titre-là, j'aime bien travailler sur cette slide, où vraiment, je pense qu'il est intéressant de rappeler que, d'une certaine manière, la gestion du savoir peut devenir une utopie. Si on la pense comme mercantile, comme déshumanisée, et qu'on n'est pas capable de mettre de la place pour le désordre, parce que c'est une utopie cognitive, où on pense que finalement, dans une organisation hiérarchique, l'horizontalité, c'est une évidence absolue, et qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde va se mettre horizontal sans autre risque. Je vous rappelle qu'on est dans une organisation hiérarchique, et même quand il y a de la hiérarchie, il y a des zones de pouvoir. C'est, en termes de communication, une utopie, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de réunir les gens dans une salle et puis les faire parler. Donc on voit bien que toutes les entreprises qui font de l'enregistrement des seniors, de l'expérience, ça ne donne pas grand-chose, parce que finalement, il y a un problème de sens et d'organisation du contenu. Et c'est une utopie managériale où, finalement, on aurait tendance à se dire, il y a des gens, il y a des outils, puis il y a du savoir. Pâtes, mozzarella, tomates, pizza. Et donc c'est vrai que la question là, déjà qu'on a de la peine à avoir des managers qui gèrent les ressources humaines au sens premier, si vous rajoutez une troisième composante qui est le savoir en tant que tel, on va devant de grands problèmes. Donc je trouve assez intéressant de mettre le savoir dans une perspective effectivement de difficulté structurelle, au sens d'une horizontalité qui n'existe pas, communicationnelle au sens où c'est un travail méthodologique que l'on doit faire. Et qui sont les méthodologues sur le savoir ? J'espère qu'ils sont dans la salle, d'une certaine manière. Et si on ne le fait pas, qui d'autre le fera, et n'importe comment. Et puis managérial, parce que finalement, c'est quoi l'usage et c'est quoi le sens ? Vers quoi ça nous entraîne, Shervin ? Ça nous entraîne vers des questions qui sont, à mon avis, un peu plus intéressantes que la formation et le savoir. La question des réseaux sociaux d'entreprise. Communauté de pratique, mais en connexion. Et là, vous avez des expériences qui sont extrêmement intéressantes, où en direct, en temps réel, des gens de la même entreprise sont connectés sur des informations, sur des alertes, sur des manières de faire, sauf que ça produit une sorte de distanciation avec les managers et la direction. C'est-à-dire que vous avez une communauté qui devient finalement assez agile. Attention, bouchon sur le pont du Mont-Blanc. Attention, il ne reste plus que 47 vis dans le stock. Attention, nouvelle manière de... Et ça se fait sur des tablettes en réseaux sociaux. Mais vous voyez, le risque que ça peut y avoir dans la tour, tout en haut au 25e étage, c'est que les gens ils disent « Non, mais là, on perd le contrôle complètement. » Et pourtant, les expériences actuellement faites sont tout à fait intéressantes, mais évidemment, il faut payer le prix du réseau social. Tous les patrons sont des cons. J'ai été harcelé par mon chef. Qui veut acheter ma trottinette ? Je pars ce soir en week-end, je fais du covoiturage. Parmi d'autres choses. Voilà. Mais pour avoir des perles de savoir, il faut accepter qu'il y ait aussi une sorte de brouillard un peu autour de ce savoir. Communauté de lanceurs d'alerte. Wikileaks et autres, ok, sur le plan politique. Mais néanmoins, dans une entreprise, et peut-être l'avez-vous entendu, le grand problème de VV, Volkswagen, au-delà de la malfaçon,
c'est qu'il était interdit de faire remonter des mauvaises informations à la direction. C'est parce qu'on veut être champion du monde qu'il est interdit de remonter une information qui va à l'encontre de la vision d'être leader mondial. Et donc, peu importe que ça soit des machins, enfin, ça peut toucher des questions économiques, mais peu importe que ça soit des logiciels pour les émissions de CO2 ou pour autre chose. Ce qui est là à l'arrière-plan, c'est qu'en fait, il y a un moment donné où il n'y a plus d'expression, hein, pour une pression qui est extrêmement simple, c'est nous serons numéro 1 et tout ce qui va à l'encontre n'a pas de place dans l'univers. À l'inverse, on a aujourd'hui la possibilité dans certaines entreprises de préserver des lanceurs d'alerte, hein, mais ça veut dire une maturité managériale, une maturité sur le savoir et sur l'intérêt du lanceur d'alerte qui fait que, voilà, il peut y avoir de la place. Alors, à l'époque, ça s'appelait la boîte à idées. Aujourd'hui, ça s'appelle un lanceur d'alerte. Les enjeux sont un peu différents, mais ça reste effectivement là pour le coup de la gestion du savoir intéressant. Le wiki des pratiques, hein, voilà. Il y a des espaces aujourd'hui technologiques où on peut mettre en débat, arriver à avoir un certain nombre de contributions sur des pratiques qui sont autogérées, pas contrôlées par la direction toutes les 3 heures et puis revues et puis fermées dès le moment où il commence à y avoir un gros mot ou une idée. Voilà, des choses très simples, hein, mais qui fait qu'aujourd'hui, il y a un espace-temps, mais c'est une liberté que l'on peut assurer, qui peut après avoir des limites, mais pour lesquelles on peut... L'encouragement à l'informel, il y a des entreprises qui, par exemple, ont installé passablement de tables dans les couloirs, des tables debout, comme ça, vous voyez, des petites tables de bar, hein, à hauteur, qui fait qu'il y a un encouragement à l'informel. Alors, il ne s'agit pas de contrôler l'informel, mais il s'agit de l'encourager. C'est dire, il y a un moment, vous avez un truc, vous sortez, vous discutez, vous vous réunissez. Alors, on le structure, mais on le structure pour l'instant que par juste le mobilier, pour faire en sorte qu'il y ait un espace. Après, il risque d'y avoir un moment, on va dire, dis donc, ça fait un peu longtemps que vous êtes autour de cette table et qu'il faudrait peut-être retourner au boulot. Mais il y a cette tentative de dire, essayons, favorisons les lieux de rencontre, des lieux libres pour l'informel, et puis on verra bien si à un moment ça pose des problèmes. C'est-à-dire dans une expérimentation plutôt positive jusqu'à concurrence d'obtenir une limite. Le sense-making, hein, c'est tout un travail sociologique sur les organisations qui consiste effectivement à travailler essentiellement, non pas sur l'activité, les résultats, les process, mais sur le sens du travail. Hein. Et il y a autour de ça une littérature tout à fait intéressante que je vous encourage à regarder, où il y a vraiment une préoccupation de dire c'est pas la chose, c'est pas l'acte, c'est le sens que ça prend, et que élaborer du sens, c'est pas juste de faire vision, mission, valeur une fois tous les 3 ans en team building à l'extérieur dans un hôtel 4 étoiles, c'est de questionner régulièrement le sens et le sens que ça prend collectivement pour nous. Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un travail qui n'est pas un travail de transmission de connaissances mercantiles, de savoir mercantile, mais vraiment quelque chose de plus large. Et puis, il y a des questions de savoirs territoriaux qui sont en train de se développer. C'est de se dire, finalement, pourquoi les choses s'arrêteraient au mur d'une entreprise et qu'elles sont beaucoup plus larges, par exemple, dans un réseau d'entreprises de même secteur, voire même dans des savoirs fonctionner, être ensemble, qui n'ont rien à voir avec des entreprises. Actuellement, il y a une expérience à Lyon où des entreprises très différentes partagent des savoirs et des espaces entre elles sur des choses qui n'ont rien à voir directement avec le job qu'elles font. Et un, une assurance, et l'autre, le pharma, et le troisième, de l'agriculture. Ça n'a rien à voir, mais il y a des échanges de savoir et de dispositifs de savoir qui dépassent les murs de l'entreprise et qui sont extrêmement enrichissants pour chacune des entreprises, chacun des individus et chacune des équipes. Donc on retrouve la stratification. Donc le bilan est contrasté, très contrasté, extrêmement contrasté. Hein. Il y a une économie qui est à l'arrière-plan évidente, donc l'enjeu il est là. On est dans une tension entre ce que l'on veut amener à soi comme organisation, ce que l'on veut prendre aux autres, ce que l'on veut récupérer, ce que l'on veut que les autres nous donnent. Donc, centrifuge, centripète, je ne sais pas comment le dire autrement, mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'assez flou dans qui donne quoi à quel moment. Et à ce titre-là, on n'est pas du tout clair sur la faisabilité du don dans l'organisation, pas du tout aujourd'hui, et c'est ce qui pose problème au-delà des dispositifs. Il y a une priorité aujourd'hui qui est liée à la captation parce qu'on perd des gens, on perd du savoir, mais au-delà de la perte de savoir par les seniors qui partent ou la mobilité des jeunes après 3-4 ans, au-delà de la fuite, il n'y a pas vraiment de réflexion aboutie sur la valeur du savoir dans une démarche comme celle que je viens de présenter à la slide précédente. La question de la propriété intellectuelle, bêtement. C'est encore un débat, et c'est un débat en formation. Je vous rappelle qu'il y a pas seulement d'entre vous qui sommes, comme moi, des fois pris en difficulté sur la question de la propriété intellectuelle.
Parce que, est-ce que ça appartient au formateur? Est-ce que ça appartient au client qui achète la formation? Est-ce que ça appartient à l'apprenant qui a suivi la formation payée par l'entreprise mais assurée par le formateur? Je vous passe les détails à cette heure de la soirée. Il y a des faiblesses méthodologiques énormes parce qu'on ne sait pas faire. Hein, on pense qu'il suffit d'enregistrer ou de faire écrire pour y arriver et le sens n'y est pas. Et puis, j'aime bien reprendre quand même le leitmotiv de Sandra Anlard, c'est dire là derrière se pose la question, s'il y a savoir et enjeu de savoir, c'est qu'il y a un enjeu d'apprendre. Et aujourd'hui, finalement, une des grandes discussions, et je ne peux pas aller beaucoup plus loin que de poser une autre question après la question du titre, c'est de se dire, on est vraisemblablement dans quelque chose qui tourne autour de l'avantage concurrentiel. Pour les individus, pour les organisations, c'est évident. Mais en même temps, on est possiblement sur quelque chose qui est de l'acculturation, c'est-à-dire acculturer les personnes à un savoir que je décide de formaliser, en disant que je le prends chez vous, mais en même temps je le prends pour vous le remettre bien en place, ou au contraire, de faire en sorte que je puisse, grâce à vous, créer une culture qui serait accessible et intéressante pour tout le monde. Mais finalement, on n'est pas dans, je dirais, la valeur ajoutée du savoir comme un élément de développement, d'agilité, de désordre, comme on l'a pu entendre. Donc, il y a une vraie question, et je pense qu'elle doit être discutée sur le plan méthodologique et sur le plan des finalités, parce que c'est une magnifique denrée, et vous le savez mieux que moi, et c'est une denrée qui est aujourd'hui inexploitée autrement que par la transmission de contenu en formation et dans la transmission, peut-être entre certaines personnes dans des situations particulières. Voilà.